Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. Bon, j'espère que vous allez bien. Récemment, j'ai fait ma troisième run sur dessin et je me suis dit que c'est enfin le temps de parler sur un des meilleurs jeux de cette dernière décennie. Cette analyse sera divisée en deux vidéos. La première, celle-ci, sera essentiellement sur l'environnement, le gameplay, le lore, etc. Mais je vais faire de mon mieux pour ne pas vous spoil. Cette vidéo sera vraiment une invitation à jouer au jeu. Par contre, la deuxième partie, il y aura plus de spoil. Je vais essentiellement parler des boss et en même temps, je vais parler de certains détails que j'ai omis ou non. Donc, c'est parti et bonne vidéo. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est comment on te met directement dans le bain. On t'introduit une bonne cinématique et après, c'est toi qui dois aller chercher le reste de l'histoire. Toi qui dois aller analyser les détails et découvrir par toi-même. Par exemple, un peu de contexte. Au début des âges, il n'y avait rien. Seulement un monde enveloppé par la brume et les dragons étaient les maîtres des lieux. Jusqu'à ce qu'un jour, le feu naquit. Et avec le feu naquit la dualité. Et avec la dualité, voilà, il y a eu le feu et la glace, la vie et la mort, mais surtout, la lumière et les ténèbres. Et depuis les ténèbres, surgirent les pygmées, ancêtres des humains. Ils étaient frêles et ne causaient aucun problème aux puissants reptiles. Mais, depuis la lumière, surgirent des divinités. Et, avec une alliance, réussissèrent à anéantir les dragons une bonne fois pour toutes. Le chef de cette alliance, Gwen, s'accapara du feu et le divisa en 4 fragments. Il donna l'un d'entre eux à Nito, le premier des morts, qui parsema le monde de maladies et de malédictions. Ensuite, on a Isalith et ses enfants qui parsemèrent le monde de flammes qui cramèrent les dragons. Et enfin, on a Gwen qui terrassait les dragons avec son armée avec le meilleur matériel possible. Mais surprise, un nouvel allié surgit. Sith l'écorché, un dragon albinos qui n'a pas d'écailles, par sa jalousie, par sa haine envers ses confrères, décida de les trahir. Et enfin, pour montrer sa gratitude, Gwen donna un fragment de la flamme à Sith ainsi que les archives du duc. Et enfin, il donna le dernier fragment de la flamme aux pygmées. Pourquoi? On sait pas trop. Peut-être qu'il en avait envie. Peut-être, voilà, il disait, tenez, c'est gratos. Bon, je sais pas. Bref. On vit actuellement dans l'âge du feu, mais celui-ci commence à s'éteindre. Et si le feu s'éteint, les ténèbres surgiront, transformant cet âge en un âge des ténèbres. Gwen ne veut absolument pas ça. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il se sacrifie corps et âme pour garder le feu en vie. Et il décida de jeter une malédiction aux humains, parce que oui, les humains, voilà, c'est les ancêtres des pygmées, donc ils ont un lien avec les ténèbres. Et il se dit, voilà, je vais maudire les humains, et il leur donna la marque des ténèbres, qui est assez triste, parce qu'en gros, la marque des ténèbres, elle a fait cet effet suivant. Quand un humain meurt avec cette marque, il revient à la vie, mais va perdre petit à petit sa conscience et sa volonté. Et au final, s'il meurt encore une fois, mais cette fois-ci, il a plus de volonté, plus de confiance en soi, etc., et ben cet humain va se transformer en carcasse va vagabonder pendant toute l'éternité sans ayant conscience de ses actes. Et voilà, c'est assez triste, mais bon. Et ensuite, il prena une poignée d'humains et les transmet à l'asile du Nord pour pouvoir les tester. Et toute personne qui réussira à sortir de cet asile pour accomplir la prophétie qui est celle-ci, à remplacer Gwen. On le remplace, comme ça c'est nous qui va alimenter le feu et tout, et c'est là que notre aventure commence. Tout ça, c'est grâce à la cinématique du début. C'est excellent, c'est très bien décrit, et en plus il y a de très beaux visuels. C'est une chose que j'aime beaucoup. Parce que voilà, l'histoire est assez cryptique, et donc la suite, c'est pas via des dialogues seulement, c'est aussi via des items qu'on acquérit. Et donc voilà, il faudra lire la description de chaque item pour comprendre l'histoire, pour avoir plus de détails, pour avoir un meilleur point de vue sur la situation. Donc voilà.
Ensuite, on a une autre chose que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est les quêtes de PNJ. Les PNJ ne sont pas là pour rien. Chacun d'entre eux possède une histoire tragique ou heureuse, et avec eux, on pourra suivre cette aventure. De plus, ils ont la même quête que nous, acquérir la flamme et se sacrifier pour elle. Ce qui est, voilà, c'est très intéressant en soi, de savoir qu'on a tous le même objectif, mais certains ont des trucs un peu plus intéressants à faire, si tu vois ce que je veux dire. Leur personnalité varie énormément, en plus on a la pire sous-race, ainsi que le plus grand cœur d'or qui va nous aider. Et ça j'aime beaucoup. Et si vous voulez savoir la suite, eh ben c'est à vous d'explorer le jeu. Les OST dans ce jeu sont très bien faites. Yuka Kitamura et Motoi Sakuraba ont fait un travail divin sur ce coup-là. Les OST, qui sont représentés par leur boss, collent exactement avec le thème qu'ils veulent nous montrer. Vous voyez ? Par exemple, cette OST-là représente la noblesse qui aurait sombré dans la folie. Ensuite, on a cet OST-là qui représente un combat endeuillé. Et enfin, on a cet OST-là qui est assez générique mais qui représente en soi le chaos. Et franchement, c'est excellent. C'est un chef-d'œuvre, j'ai envie de dire. Ensuite, on a les zones. Les zones, il y a à boire et à manger, ça c'est sûr. Est-ce qu'elles sont très bonnes? Oui. Tous? Pas vraiment. Malheureusement, par faute de temps, la deuxième partie du jeu a été un peu rush. Ce qui rend certaines zones du jeu un peu rushées, inachevées, tu vois. Et pour la plupart, infâmes. Certains exemples sont par exemple le tombeau des gens qui représente voilà, le noir complet et tout. Il fait tout noir, on peut rien voir. On peut juste voir voilà, des cailloux qui nous permettent de savoir où on met les pieds. Et au pire, il y a même une lampe de poche si on réussit à la trouver. Et tu vas dire, ça va, c'est pas aussi chiant que ça. Mais si tu rajoutes pas mal de crevasses ainsi que des mobs qui peuvent littéralement te two-shot, ça l'est beaucoup moins, tu vois. C'est clairement un cafardaum, j'ai envie de dire. C'est une zone que j'aime pas, personnellement. Ensuite, une autre zone que je trouve qui est beaucoup trop détestée, mais je peux comprendre pourquoi elle est aussi détestée, c'est Ruines démoniaques et Isaïe de la perdue. Ces zones-là sont malheureusement les plus rush du jeu. On a beaucoup de mobs au mètre carré, on a la lave qui nous pique les yeux, clairement c'est violent, j'ai envie de dire. Et les boss qui sont dedans ne sont clairement pas fous. Mais bref, ça on en parlera dans la partie avec spoil, ça n'a rien à voir ici. Mais pour la plupart, c'est très bien fait. On a beaucoup de zones qui représentent pas mal de thèmes différents. Comme par exemple, voilà, on a des tons un peu paisibles, la paix, on a la noblesse, on a un peu des tons un peu horreur, inquiétants. On a la mort, on a les enfers comme j'ai dit. Et on a... mais on a tout, frère. C'est une épicerie d'arabe. C'est ça le truc. Bon, pour le gameplay de Dark Souls. Alors, le gameplay de Dark Souls, il est... Alors, comment le résumer en une phrase? Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Ah bah voilà, c'est ça. exactement. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé le jeu, un petit conseil, préparez-vous à mourir. Plusieurs fois, beaucoup de fois d'ailleurs. Attention, ça ne veut pas dire que le jeu est injuste, au contraire. Le jeu est là pour nous apprendre trois choses.
étudier notre environnement, gérer les ennemis et choisir correctement nos armes. Ça, c'est hyper important. Petit exemple. On a une mini-zone avec un mini-boss, et ce mini-boss, c'est un sanglier qui est armuré. Et voilà, s'il te voit, il va te défoncer ta race, tu vois. Il y a 3 possibilités. La première, c'est que tu attaques tête baissée, ce qui est hyper dangereux, voilà, parce que bon, il est armuré, tu vas lui faire aucun dégât. Sauf par le fion, mais bon, ça c'est différent. Ensuite, on a la deuxième technique qui est la fuite. Voilà, courir vers la sortie et tout, mais bon, ça aussi c'est hyper risqué parce qu'il y a des chances que tu meurs. Et la troisième, donc la plus safe, c'est d'utiliser un item qu'on appelle les crânes élégants. Et les crânes élégants, c'est des items qui, quand on les lance, permettent d'attirer les ennemis dans un petit périmètre. Donc tu lances les crânes élégants dans les flammes et comme ça le sanglier va être crié et bon appétit. Attention, c'est pas halal. Vous allez me dire, bon ok, c'est bien, mais déjà faut choper les crânes élégants. Soyez heureux, les crânes élégants sont juste au-dessus du pont qui se trouve au-dessus du sanglier. Et ça c'est excellent comment c'est amené. C'est vraiment tout ce que tu chopes va te servir à un moment donné, que ce soit maintenant ou après. Et ça c'est on point. Ensuite, un autre point positif, et je pense que c'est le meilleur point de ce jeu entièrement, à part le lore, c'est le level design. Le level design, il est top tier. Je pense que de tous les jeux Soulsborne que j'ai fait, je pense clairement que Dark Souls 1 a le meilleur level design, pour moi. Je vais m'expliquer pourquoi, parce que tout est lié. Tout est lié, vraiment. Le hub central, le sanctuaire des cheveux, possède plusieurs chemins qui mènent à d'autres zones. Et c'est réciproque d'ailleurs. Chaque zone, voilà, qui est proche du sanctuaire, aura des petits raccourcis qui permettent de retourner là-bas. Comme ça, on pourra se sentir à la maison et reprendre le feu de camp, voilà, et ensuite continuer notre aventure périlleuse. Et ça, je kiffe. Et c'est pas qu'avec un sanctuaire des cheveux, c'est avec presque tout. Et ça, c'est un excellent point. Ensuite, un point un peu négatif, tu vois, c'est la lenteur du jeu. Voilà, le jeu il est assez ancien et tout, donc il est un peu lent sur certains points, notamment quand tu utilises des fioles. Les fioles c'est pour remplir ta jeu de PV, ce qui est important. Donc tu utilises une fiole et tout, et malheureusement le personnage est figé sur place. Donc si tu utilises une fiole dans un combat, et ben t'as intérêt à prier, si t'es athée converti, voilà. Parce qu'il y a vraiment des chances que tu te fasses toucher et qu'à la fin ta fiole soit inutile, donc ouais, c'est pas très sympa, tu vois. Donc voilà, ça c'est un point négatif que je trouve assez chiant, mais heureusement après dans les futurs jeux ça a été arrangé. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, voilà, si ça t'a plu, évidemment le like, l'abonnement, tu connais les bails. Et si vous voulez mon analyse, mais plus détaillée avec du spoil et tout, faudra attendre la deuxième vidéo qui va arriver dans, je sais pas, voilà. J'ai pas d'idée de date et j'ai pas envie de balancer une idée parce qu'après on va se prendre, on va dire ouais Takiro qu'est-ce que tu fais, normalement la vidéo aurait dû être aujourd'hui mais elle n'est pas disponible, si on te va te faire foutre, voilà, j'ai pas envie de ce genre de réaction et en plus j'aime pas donner des fausses promesses, donc ouais, mais vous inquiétez pas, à un moment donné elle va arriver, merde. Donc ouais, je vous dis à bientôt. C'était Takiro et voilà, bonne game.